Bonjour à tous et bienvenue. Rares les équipes ayant connu autant de changements en coulisses qu'Arsenal sur la dernière décennie. On a tout connu même chez les Gunners. On est passé de la fin de l'ère Wenger qui s'est étirée en longueur avec des poids morts dans le vestiaire, des ambitions qui étaient questionnées au niveau de l'actionnariat parce qu'il y avait une lutte interne entre Ousmanoff, l'actionnaire minoritaire, et Kroenke, l'actionnaire majoritaire, qui s'est soldée en 2018 par la vente des parts d'Ousmanoff à Kroenke. Les supporters étaient aussi mécontents évidemment des résultats, de l'absence du titre, mais du manque d'investissement des propriétaires qui ont changé ça. Il y a eu Unai Emery, ensuite Arteta. Surtout en fait on est passé d'un club traditionnel, alors moderne sur plein d'aspects, marketing, etc., mais qui avait un fonctionnement sportif un petit peu à l'ancienne, qui était garant aussi de certaines valeurs. On est passé à tout l'inverse, c'est-à-dire qu'à mon Arsenal a touché littéralement le fond, c'était agent et compagnie. Je vous donne un exemple tout bête, mais Mislintat, donc qui a géré le club pendant 2 ans au niveau sportif, donc énormément de réseau de l'Allemagne. À un moment donné, il signe Stéphane Lichtsteiner, qui était complètement cramoisi. Mais quand tu vois ça, tu te dis, mais comment le board accepte, sachant que tout le monde est au courant que Mislintat bossait depuis très longtemps, l'un de ses amis de confiance, c'est le frère de Lichtsteiner. Donc tu te demandais en fait si c'était des deals sportifs ou pour des intérêts un petit peu différents. Et puis derrière, donc quand tu touches complètement le fond, qu'en fait tu ne gagnes rien, que maintenant tu n'es même plus qualifié en Ligue des Champions, tu en es même très loin, et bien là, miracle, d'un coup tu recommences à bien bosser un petit peu en interne, à remettre un projet cohérent, alors centré autour d'Arteta, qui a fait quand même l'unanimité au club autour de lui et qui a réussi à convaincre la direction de réinvestir et de lui faire confiance. Et là, moins d'agents, plus de cohérence, et bizarrement, alors je sais, les supporters vont me dire oui, mais on veut des titres. Ok, mais tu risques potentiellement de faire second en première ligue pour la 3e année de suite. Il y a quelques années, on en était très loin. Alors pour contextualiser, on va parler de l'actionnariat parce que c'est très important. Les Kroenke, on va dire qu'ils n'ont pas toujours eu une très bonne presse. Certains les comparaient même aux Glazers. Je peux comprendre, sauf que la comparaison s'arrête sur le mode d'achat. Les Glazers ont endetté complètement Manchester United et ont mangé sur la bête comme pas possible. Les Kroenke, c'était différent. S'il y avait des dividendes, oui d'accord, mais ils n'ont pas endetté le club lors du rachat par un LBO comme les Glazers l'avaient fait. Sauf qu'en fait, ils avaient quand même des similitudes, notamment sur le fait de dire nous, ce qu'on veut, c'est une qualif en Ligue des Champions. Parce qu'une qualif en Ligue des Champions t'assure énormément de revenus en droit TV, davantage en billetterie, et puis ça te permet d'avoir toujours tes contrats de sponsoring au maximum. Donc, pourquoi m'embêter à investir massivement pour aller chercher un titre qui est de toute façon incertain, sachant que tu avais City qui investissait, des fois c'était Chelsea, Liverpool, enfin, il y avait plein d'autres équipes. Donc en fait, on jouait comme United, rappelez-vous. C'est-à-dire, on vise la Ligue des Champions, si on a un titre, c'est mieux, mais c'est pas forcément la priorité. Donc on n'investissait pas énormément. Et dans le même temps, je le disais, il y avait cette guerre dans l'actionnariat. On se rappelle, il y a plus de 10 ans, Ousmanoff avait écrit une lettre ouverte en reprochant ce manque d'ambition, ce manque d'investissement. Lui, ce qu'il voulait, c'était évidemment avoir un certain soutien populaire pour potentiellement un jour devenir actionnaire majoritaire d'Arsenal. Et puis 6 ans plus tard, en 2018, Ousmanoff va vendre les parts qu'il avait, c'était à peu près 30% du club, à Kroenke, qui est donc le seul maître à bord. Aujourd'hui, il est coprésident du club avec son fils, si je ne dis pas de bêtises. Et on a eu énormément de changements aussi en interne autour d'eux pour mieux organiser le club. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'en termes de marketing et tout ça, Arsenal, c'est top. C'est un énorme niveau. Le contrat d'Emirates, il a été revalorisé. Il y a de plus en plus de revenus. Sur le coup, ils font très bien le boulot. Parenthèse refermée. Sur l'actionnariat, donc les fans grognaient, etc. Et ces dernières années, alors, excepté le mercato d'été là, mais les 2 mercatos auparavant, on a eu de gros investissements très importants. Sachant que ces investissements-là sur le marché des transferts, alors on va parler de Declan Rice, de Gabriel, on parlera un peu de tout ça après. Par contre, ils n'étaient pas forcément compensés, notamment avant, par des ventes conséquentes. Arsenal avait toujours un problème pour vendre ses joueurs. En fait, c'est triste, mais les Gunners, c'était un club où pas mal de joueurs, on a mis beaucoup d'argent, s'enterraient et perdaient de leur valeur. Alors c'est toujours un petit peu vrai pour certains. Par contre, en fait, Arsenal survivait et continue à survivre parce que c'est une très bonne formation, dirigée aujourd'hui par l'ancien défenseur des Gunners, Per Mertesacker. Parce que ces dernières années, on a eu Smith Rowe qui est parti, on a eu Rhys Nelson, on a eu Willock, on a eu Eddie Nketiah, peut-être mal le prononcer, mais en fait, on a eu des joueurs qui sont des bons joueurs de première ligue. Alors oui, on va me dire, oui, mais pour Arsenal, oui, mais il n'y a que la quintessence de ta formation, comme Saka, Lewis Kelly, évidemment, j'avais perdu le nom. Donc on parle vraiment de la fleur de la formation. Mais les autres, ça montre quand même que les Gunners produisent des joueurs de première ligue britanniques intéressants. Et en fait, surtout en termes du bilan comptable, ce sont ces joueurs qui sont revendus, même Iwobi, il y a quelques années. Donc bien évidemment, cette campagne d'investissement, qui a été quand même assez massive, elle a été très importante et centrée autour d'Arteta. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est arrivée là et pas auparavant. Pourquoi? Parce qu'on va recontextualiser. La fin de l'ère Wenger, elle s'étire en longueur, il y a un petit peu de tristesse, dans le vestiaire tu as des poids morts, l'effectif il est mal construit. Arsenal avait peut-être un peu de mal à passer une certaine modernité dans son fonctionnement sportif, avec peut-être une autre structure. Sauf que, on peut critiquer Wenger sur plein de choses, et aujourd'hui à la FIFA il mériterait d'ailleurs. Par contre à Arsenal, il était garant d'une certaine éthique. Arsenal n'a pas eu recours à certaines pratiques que d'autres clubs faisaient.
Et ça, c'est à souligner. Quand Wenger part, ok, nouvelle structure, alors tu as Unai Emery qui est un peu dans la même lignée en termes d'éthique, etc. Sauf que c'est pas un coach qui va vraiment décider de transfert. Et tu dois tout repenser l'organigramme, parce que Wenger, ça dépassait évidemment sa fonction de coach. Tu vas nommer enfin directeur sportif, Sven Mislintat qui était à Dortmund. Et là, tu vas voir évidemment tout le réseau allemand. Les Leno, Socrates. Après, il a aussi pas mal recruté en Grèce. Je me rappelle de Mavropanos notamment. Je sais pas, Steiner, d'Aubameyang qu'il avait connu à Dortmund. Enfin, tu vas pas mal recruter là-dedans. Le problème étant, c'est qu'à un moment donné, j'avais parlé de Lichtsteiner en intro, je pense que vous avez tous compris, et ça n'a pas été un succès du tout, sachant qu'il y a eu des joueurs qui ont été surpayés. On pense évidemment à Nicolas Pepe l'année d'après. Et en fait, Arsenal va se présenter avec une défense, excusez-moi, j'ai rien contre ces joueurs, mais il y avait déjà les poids morts du vestiaire type les Mustafi, Socrates qui est un très bon mec, mais c'est pas non plus, voilà, Koscielny qui avait une grave blessure, t'avais Montréal, ça allait, puis à côté, t'avais des Jenkinson, t'avais des Lichtsteiner, t'avais Maitland-Niles qui débutait. Maintenant, il fallait être sérieux 2 minutes, et Kolasinac aussi, qui venait d'Allemagne, qui avait des qualités, mais qui avait aussi des grosses lacunes. T'attendais quoi avec une défense pareille? Tu attendais quoi? Sachant que devant, oui, t'avais des mecs, mais qui n'étaient pas forcément complémentaires. T'avais Ozil qui était un peu sur la fin, Ramsey qui était souvent blessé. Donc en fait, il fallait faire table rase. Ça a été très long pour Arsenal. Et il y a eu une année, je crois, c'est 2007-2008, il commence à se séparer de pas mal de mecs. Et ça a pris du temps. C'est normal. Ensuite arrive Arteta. Et là, Arteta va réussir à convaincre tout le monde, avec aussi le départ de Mislintat. Et on se dit, ok, on retourne au basique. Comme je dis, il y a Mertesacker, Arteta. Et puis on met Edu, ancienne gloire locale, au sportif. Et là, tu touches encore plus le fond, parce que Edu, il est très ami du Playboy de Téhéran, messieurs, dames. L'une des stars de la Mano Negra, pour ceux qui l'ont lu il y a quelques années. Qui a Jorapchian, évidemment, super agent parmi les super agents. Et donc, par un fruit du hasard, on imagine, parce que Jorapchian était déjà l'agent d'Edu lors de sa carrière de joueur. Et ben, les clients de Jorapchian arrivent. David Luiz, Willian, est-ce qu'Arsenal avait besoin de Willian? Vous m'expliquez. Cédric Soares, qui arrive en prêt. Et Arsenal va lever l'option d'achat. Alors celle-là, elle est magnifique. Mais c'est pas que là, parce que Jorapchian, à un moment donné, il a aussi un rôle dans la venue d'Odegaard. Alors pourquoi? Aucune idée qui l'a mandaté, je ne sais pas. Et puis évidemment, vous savez, à Arsenal, en fait, Everton, on les connaît pas. C'est-à-dire qu'Everton veut Iwobi. Mais en fait, on n'est pas capable d'appeler Everton. Donc on va mandater Kia Jorapchian. C'est vrai que Kia Jorapchian, Everton, à l'époque, c'était sa maison aussi. Et Arsenal, c'était sa maison. Et le mec a réussi à récupérer le mandat. Donc j'imagine que les fans des Gunners seront ravis d'apprendre que Arsenal a donné 1, voire 2 millions minimum, parce qu'il avait, je pense, 10% sur le mandat, à Kia Jorapchian pour négocier pour Arsenal, entre Arsenal et Everton. On se demande à quoi sert le directeur sportif. Donc on avait dénoncé ça à l'époque en disant, au bout d'un moment, il va falloir arrêter, parce que là, il y a plein de transferts. Tu te doutes bien que le sportif, c'est pas forcément la première raison. L'effectif, ça ne ressemblait strictement à rien. Et indépendamment de ça, c'est dans ces mêmes années-là où tu vas faire un petit peu avant Gabriel et William Saliba. Donc c'est quand même paradoxal, parce que d'un côté, tu as des mecs qui derrière t'ont servi pour aujourd'hui. Mais bref, passons. Donc là, on touche le fond, c'est agent et tout ça. En fait, c'est l'antithèse de ce qu'Arsenal était. Et là, la presse britannique notamment aussi en parle. Et donc, un business discret, c'est toujours un bon business. Quand ça commence à élever, plus calme. Donc voilà, Jorapchian intervenait beaucoup moins et tout. Et d'où c'est peut-être aussi recentré. Avec Arteta, ils ont eu un duo plus convaincant. Et c'est là où la grosse politique d'investissement revient, avec Arteta qui va énormément donner son avis. Par exemple, l'été dernier, il voulait Merino. Alors, joueur de complément, etc. Et au final, tu vois que c'est une très bonne pioche. Arsenal va aller récupérer aussi des joueurs de première ligue dans des bons petits clubs. Mais type Ben White, Brighton, Raya, qui sont allés chercher à Brentford. Donc, c'est pas des mecs, on va dire, ultra cotés. Rice l'était. Hein. West Ham, on se rappelle, ils ont énormément payé, c'est normal, c'était un joueur anglais, c'est le prix, j'ai envie de dire. Mais Rice, il y avait des grosses attentes. Les autres joueurs, ce sont des joueurs de complément. On a également recruté Kiwor et Tomiyasu, des défenseurs, donc polonais et japonais, qui voulaient déjà en Europe, dans des bons petits clubs. Je crois qu'il y en a un notamment à Bologne, mais c'est pas les mecs les plus cotés. Pour en fait avoir un effectif un petit peu plus large et intéressant. Et de l'autre côté, alors évidemment, on a fait de gros efforts sur Odegaard. Et là, par contre, il y a une stratégie qui a moins marché. Si on va aller récupérer certains joueurs dans les gros clubs de première ligue qui sont peut-être en situation compliquée. Gabriel Jesus, bon, il y a la grave blessure, etc. Prix est peut-être un peu cher. Bon, je vais pas forcément, Havertz, est-ce que pour le moment ça répond vraiment aux attentes? Bon, ça reste à voir. On a aussi le latéral gauche ukrainien qu'on est allé chercher à Manchester City. Je ne prononce pas son nom parce que je n'y arrive jamais et je n'ai pas envie de l'écorcher. Et en fait, ces joueurs-là, globalement, peut-être perdu un peu de valeur. Ça a été vraiment le meilleur coup, mais c'est pas non plus des mauvais coups, on va dire. Hein. Dans le passé, on avait des mauvais coups, vraiment. Là encore, ça pouvait aller. Ram Sterling, par contre, cet été. Ah oui, c'est du prêt parce qu'en fait, cet été, Kroenke, il a dit non, on a beaucoup investi, là maintenant on va moins mettre. Ce qui a créé quelques tensions en interne, notamment vis-à-vis d'Edu, mais comme vous allez le voir, là cette politique elle est quand même un peu plus cohérente parce qu'elle correspond en fait aux attentes du coach. Pendant des années, tu avais un directeur sportif qui travaillait de son côté, le coach qui réclamait peut-être d'autres choses, il n'y avait pas une synergie entre la direction, donc l'actionnariat, entre la direction sportive et les coachs. Donc ça n'allait pas. Et là tu regardes, donc tu as évidemment Saka qui est au-dessus, tu vas avoir une hiérarchie claire évidemment avec Odegaard,
Tu avais des joueurs auparavant qui ont continué à progresser. On peut penser à Partey, on peut penser à Saliba et à Gabriel, même si Partey, bon, je vais pas parler d'extra sportif parce qu'autrement je vais pas être très gentil. On est allé aussi récupérer un Timber dans la même idée que Tomiyasu, que Kiwior. Ok, il a l'Ajax, mais oui, il est jeune et tout, mais en fait tu lui donnes le temps de progresser. Quelque part, on comprend la construction de l'effectif et en fait tous ces joueurs-là, tous ces profils, ça va avec ce qu'Arteta veut. Même Trossard que tu vas chercher à Brighton, bon, allez, pourquoi pas, parce que tu as pas mal de mecs d'expérience aussi Arsenal, donc ça te fait à la fois des jeunes de ta formation, à la fois des mecs qui sont là depuis quelques années que tu as les récupérer en pré-formation et quelques cadres. Et avec Odegaard, un peu comme la figure centrale de ton projet, aussi avec Saka, bien évidemment. Donc comme on le voit, c'est cohérent, et ceci cohérent financièrement, parce que tu retrouves la Ligue des Champions, peut-être là tu vas faire deuxième pour une troisième année consécutive, donc tu te retrouves dans tes finances. Arsenal avant perdait quand même pas mal d'argent ces dernières années. L'année dernière là, ils ont à peu près 20 millions d'euros de pertes, un petit peu plus, ce qui est bien moins parce que l'année d'avant c'était plus de 60 millions. Donc évidemment il y a la qualif en Ligue des Champions qui a beaucoup aidé, les droits et tout, sauf qu'évidemment la masse salariale a quand même explosé, mais en fait elle est compensée par des revenus supplémentaires, notamment en termes de sponsoring. Je vous avais parlé de ce renouvellement de contrat avec l'Emirates, et surtout on a la Ligue des Champions, les revenus que ça génère, et également davantage de ventes et tout. Donc, on comprend même l'économie, c'est de mieux en mieux, sportivement aussi. Après, vous allez me dire, il manque un titre. Et oui, ça c'est le problème. Est-ce qu'Arsenal va encore se louper sur le finish et tout? Et je comprends l'exaspération des fans, parce que tu te dis, qu'est-ce qui manque réellement? Bon, honnêtement, t'as vraiment pas de chance avec des blessés pareils, les Havertz, les Gabriel, à un moment donné, il y avait Saka aussi pour les adducteurs, Gabriel Ressus, enfin, c'est triste, il y a 6 ou 7 blessés longue durée quasiment Arsenal, Tomiyasu, donc forcément Arteta il a dû bricoler. Les mecs au final s'en sortent pas trop mal, énorme mention à Merino qui va faire le job à un moment donné en attaque, etc., qui est aussi bon au milieu. Franchement, c'est le parfait soldat d'équipe qui est capable en plus de se sublimer. C'est exactement ce qu'Arsenal visait comme profil. Donc c'est très bien joué. On sait qu'Arsenal veut un numéro 9 pour l'année prochaine. Ils ont même essayé cet hiver de faire Watkins d'Aston Villa, refus des Villains qui préféraient vendre John Duran. Je vous l'avais expliqué, hein, Duran c'était le sur-régime. Là en Arabie Saoudite, ils sont contents de John Duran, surtout vu sa demi-finale de Ligue des Champions asiatique où il loupait la balle. Dans tous les cas, Arsenal est encore ambitieux, veut faire un gros numéro 9 cet été. Donc en effet, il manque le titre. Et je comprends l'exaspération des fans, ils attendent depuis tellement longtemps et ils ne vont pas se satisfaire d'un Community Shield. Je comprends. Mais aujourd'hui, tu as une régularité au plus haut niveau de la Première Ligue. Aujourd'hui, tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Alors peut-être que tu passeras pas, mais c'est le PSG en face. Liverpool, excusez-moi, ils ont eu un miracle à l'aller, il n'y avait pas photo dans le jeu. Et Aston Villa, peut-être c'est Villa pour le moment qui a mis le plus en difficulté le PSG. On verra si Arsenal est capable de le faire. Mais globalement, malgré tous tes blessés et tout ça, tu tiens le bon bout. Donc, c'est bien. Et en fait, on a remarqué que quand tu as mis un minimum de cohérence, un minimum de stratégie, oh bah, tiens, miracle, ça marche mieux sportivement. En fait, les deux sont intrinsèquement corrélés. Et enfin, il y a l'avenir. Parce que comme vous le savez, il y a Berta, le directeur de l'Atlético Madrid, qui va venir donc en nouveau DS. Je ne connais pas assez le bonhomme, je sais qu'il est médiatique, etc., on en parle beaucoup, mais je n'ai pas assez ses us et coutumes pour juger. Donc on verra ce que ça va donner. La seule chose que je savais, c'est qu'Arsenal, c'était des années qu'il le voulait. Et on a le départ d'Edu. Et tel un heureux hasard, Edu va aller à Nottingham Forest. Alors, je vous vois d'ici, avec votre langue très fourchue et bien pendue, de dire, mais qui a Jorab Chian, qui a pris du recul avec le football, c'est vrai, le super agent, le playboy de Téhéran, maintenant, il est dans les courses hippiques, etc., il investit sur des choix et tout. Alors, c'est peut-être un heureux hasard qui se soit rapproché notamment là-dessus du propriétaire de Nottingham Forest, M. Marinakis. Et c'est sans doute par un heureux hasard qu'il a soufflé le nom d'Edu et qu'Edu arrive pour gérer Nottingham Forest et le MCO, la multi-club ownership du propriétaire de Forest. Donc je passerai les immondices en termes de transfert il y a quelques années, mais ça montre quand même qu'il y a une évolution, hein, parce que les dernières années, Edu il a travaillé en symbiose quelque part un petit peu avec Arteta, et même s'il n'était pas forcément d'accord avec la politique d'investissement du propriétaire cet été, ça s'est quand même mieux terminé que ça a commencé, on avait littéralement touché le fond. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair, et bien évidemment, bonne demi-finale à tous. Keep the faith.